Deux confrères en studio, Manu Adiwanou, le confrère de Radio Victoire avec nous. Manu, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous les auditeurs de Djena, Web Radio Djena. Voilà. Également sur ce plateau, Edwige Djibodi, Apédo de Radio Djena. Edwige, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditeurs. On va parler d'abord du championnat féminin de football Edwige Apédo avec la dernière journée programmée aujourd'hui, malgré les difficultés rencontrées lors de l'avant-dernière journée. Est-ce que tout est réglé selon vos informations? Tous les clubs seront sur le terrain ce soir? Les clubs réclament des moyens financiers parce qu'on sait que le football féminin dépense beaucoup, de même que le football masculin. Maintenant, les subventions accordées aux clubs féminins n'étaient pas suffisantes, ce qui a fait que lors de la 13e journée, les clubs ont sollicité d'autres apports, et ce qui n'a pas été réalisé. Et il y a eu des forfaits ou on va dire un boycott, surtout des grands clubs de ce football féminin. Et maintenant, la 14e journée a été programmée. Est-ce qu'on va aller vers encore des boycotts? C'est la question qu'on se pose. Sauf que normalement, le football féminin n'a pas besoin d'aller jusque-là, quand on a participé à la Coupe d'Afrique des Nations, je parle du Togo, quand le Togo a participé à la Coupe d'Afrique des Nations, le Togo est revenu avec des idées, on va dire, avec de nouvelles performances. Normalement, il fallait surfer sur ces acquis et puis redéfinir les stratégies pour le développement du football féminin. Malheureusement, cela n'a pas été effectué. Et voilà ce qu'on constate maintenant lors de ce championnat de D1. Manu Adiwanou, vous avez vu venir ce comportement ou cette attitude des présidents de club féminin du Togo? Pas vraiment. J'ai pas vraiment vu venir. Nous, on pensait que le championnat ira à son terme tranquillement, surtout la phase aller. Mais on s'est rendu compte que brusquement, certains clubs ont boycotté, d'autres disent qu'ils n'étaient pas au courant du mot d'ordre. C'est le cas de l'Entente 2 par exemple. Nous, on pensait que l'Entente 2 était vraiment associée à cette démarche. Mais je pense que c'est un vice-président, Marcel Tokanou, qui nous a joint expressément pour nous dire que de la part du président Steven Adra, que l'Entente 2 n'a été mêlée ni de près ni de loin à ce mot d'ordre. Et donc, pour eux, c'était normal de se déplacer. Et Barracuda n'était pas là, donc eux, ils ont pris les 3 points de la journée. Mais la grande surprise, c'est ASCO Féminine qui a, de son côté, observé ce mot d'ordre-là. Et ce qui me paraît aujourd'hui un peu bizarre parce que dans la zone nord, c'est ASCO qui est en tête. Dans la zone sud, c'est Entente 2 qui ne semble pas être mêlé, et de l'autre côté ASCO qui est bien mêlé. C'est ce qui me fait un peu réfléchir, mais au bout du rouleau, on dira que même si ces deux clubs-là avaient respecté le boycott, ça n'aura pas d'incidence sur le classement à leur niveau à eux. D'ailleurs, sur les deux qualifiés... L'entente de oui, peut-être? Non, parce que déjà, entente de Arrêt, mais Amidou ou bien OTA ne pourra pas les dépasser de toutes les façons. Et donc, ils seront premiers ou deuxième. Exactement. Pour jouer les playoffs. Voilà. C'est le même cas pour ASCO. Pour ASCO également. Donc, on va dire que le boycott n'est pas venu à un bon moment, tout simplement parce que le championnat est pratiquement à sa fin et que les forfaits ne feront que peut-être maintenir une situation déjà connue. Maintenant, la FTF doit savoir qu'il y a un problème. Si les clubs, certains, sont arrivés jusqu'à exprimer leur mécontentement à travers un boycott, c'est qu'il y a un malaise qui est là et qui gangrène petit à petit. On a appris aussi que Koroki se dit ne pas être mêlé, mais est-ce que la réclamation n'est pas fondamentale? Est-ce que ce qu'ils disent n'est pas réel?
les moyens sont insuffisants. Mais on leur demande de faire des efforts. Sur des années, c'est toujours la même chose. D'ailleurs, ce qui se dit au niveau des féminins se dit également au niveau des masculins, de la première division. Donc, c'est une réalité à trouver. Il faut forcément trouver une solution durable, sinon nos championnats vont en souffrir d'année en année. Edwige, dans la zone nord, Doumbé, déjà condamné, a observé le boycott, ASCO, Simassi, et je m'arrête là. Et puis dans la zone sud, il y a USAMU qui a observé le boycott, AC Barracuda également. Amis du Monde était exempté, mais selon nos informations, Amis du Monde serait aussi du boycott. Alors, ça ne fait pas la majorité, mais ça fait quand même beaucoup et des clubs pas des moindres. Oui, ben, quand on prend Djoubé de Mango qui est en difficulté dans ce championnat et qui observe un mouvement, ça veut dire que les clubs sont asphyxiés, les présidents sont fatigués, épuisés. Vous savez, le football dépense énormément. Aujourd'hui, on est dans un système amateur et c'est le gouvernement ou bien l'État qui décide de porter le sport, le football. Et à travers ces subventions, maintenant, la fédération aussi met les petites subventions qu'elle reçoit de la part de la FIFA. Moi, je me dis... ASCO aussi est asphyxié? Oui, mais tous les présidents sont asphyxiés. Vous ne pouvez pas injecter des moyens, il n'y a pas de retour. Aujourd'hui, il faut aller vers un football professionnel pour espérer avoir des retours sur investissement. Mais si on est dans l'amateurisme, on ne peut pas espérer des retours sur investissement. Et donc, ASCO aussi est asphyxié, Doumbé est asphyxié, les clubs sont fatigués, les présidents de clubs sont épuisés. Et ce qu'on a vu... Pourquoi avoir attendu les deux derniers matchs? Peut-être qu'ils en parlent, mais comme ils ne sont pas écoutés, bon, ils se sont dit, il faut faire un mouvement. Oui, le championnat est en train de finir. Ce mouvement, vous allez dire que non, c'est un mouvement tardif. Mais moi, je pense à la saison prochaine. Parce qu'il y a eu ce mouvement, le championnat va finir, il y a les playoffs. Et il se dit que les clubs disent s'ils ne font pas de mouvement maintenant et que la saison régulière termine, c'est qu'ils n'auront de reliquat. Ils n'auront pas de reliquat. Maintenant, ils ont fait un mouvement. Au moins, ils peuvent avoir ce reliquat. Maintenant, il y a les playoffs qui viennent. Vous les voyez les avoir? Ben, si on veut vraiment faire développer le football féminin, pourquoi ne pas aller vers une petite augmentation pour dire, ben, prenez ceci, la saison prochaine, on va s'asseoir, on va discuter. Donc, ils n'ont même pas encore ce qui a été promis. Vous parlez d'augmentation. Parce que là également, il se dit que la fédération a déjà remis sa part. Oui, c'est l'État. C'est l'État qui n'a pas, mais l'interlocuteur entre les clubs et l'État, c'est la fédération, Manoua Diouane. Bon, c'est une équation assez difficile à traiter, hein, parce que d'un côté, la fédération s'est fixée seule un quota et a rempli ce quota-là. Maintenant, jette le reste de la charge au niveau du ministère. Quelque part, moi, elle jette où? C'est ça. C'est ça. On parle de subvention en réalité. Il fut des années où la subvention n'a même pas été donnée. Mais les clubs ont survécu. Ça voudrait dire que quelque part, oui, le gouvernement, à travers le ministère, doit également soutenir les clubs. Mais permettez-moi de revenir un peu sur la gestion même du patrimoine commun de la FTF qui constitue en fait un budget qui doit être clair dans les dépenses et dans les recettes. Un communiqué sur le site de la FTF nous fait comprendre un montant par rapport à l'organisation du championnat. Je pense que c'est 900 et quelques millions. Oui, D1 avec un dispatching, c'est-à-dire la Fédé un montant, le gouvernement un autre. Pourquoi ne pas aussi nous dire clairement ce que la FIFA donne comme ristourne, ce que les matchs des éperviers vendus. Ristourne de quoi? Ristourne des matchs des qualificatifs. Parce qu'à chaque qualificatif, à la fin de chaque qualificatif, on envoie des ristournes, puisqu'il y a les droits télé. Vous parlez des qualifications de 2023, c'est ça? Parce que là, ces qualifications ne sont pas encore finies. Moi, je parle des ristournes qui viennent. Je ne veux pas spécifier l'année où les qualificatifs dont il est question. Motiepe nous a dit la fois passée qu'il envoie
des subventions ou des financements à chaque fédération africaine. Bon, justement, pas seulement la fédération de football. Non. Pas seulement au Togo. Au Togo, à mais tout le monde. Oui. Qu'est-ce que nous en faisons? C'est ce que moi je voudrais d'abord en savoir. Il est vrai que l'État doit jouer son rôle, mais la fédération aussi doit être claire dans sa gestion. On a beau dire, la FIFA a exigé à ce que les rapports financiers soient publiés sur leur site. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la FTF ne le fait pas. Ça ne se fait pas au niveau de la FTF. Je reviens maintenant au niveau de ces mêmes présidents de club aujourd'hui qui crient qu'ils n'ont pas les subventions adéquates. Moi, je me dis, c'est un faux fuyant. Quand on vous rassemble en assemblée générale et on vous donne l'occasion de demander véritablement ce qui se fait, vous vous taisez, vous applaudissez. Vous sortez maintenant, vous subissez et vous commencez par crier. Moi, je ne vais pas être leur caisse de résonance. Leur avocat. Pas du tout, pas du tout. À eux-mêmes d'être collés à la gestion, d'exiger la clarification, la transparence et maintenant, sachant très bien que bon, tout a été bien utilisé, cherchons des moyens additionnels. L'analyse de Manu a toute sa pertinence, mais est-ce que cela dédouane l'État qui aussi a dit « je vais donner telle somme », ma part bien sûr? Bon, moi je pense pas. Certes, il y a des subventions qui sont accordées aux fédérations nationales, des subventions qui viennent de la CAF et de la FIFA, tout le monde le sait. Maintenant, quand on est dans un système amateur, c'est l'État qui soutient, qui porte le sport ou le football. Maintenant, l'État a dit, pour cette saison, je donne tel montant au club féminin de D1. Eh bien, que l'État respecte, c'est dire. Maintenant, si vous ne respectez pas, c'est dire. C'est parce que vous avez dit, vous donnez tel montant aux différents clubs de D1, que la fédération dit, OK, avec ce montant, nous, on complète avec telle somme. Maintenant, la fédération a versé sa part de subvention au club de D1. Il reste la part de l'État. Et que l'État verse cette partie-là pour permettre au club de tenir. Parce que la dernière journée de la saison régulière, c'est la 14e journée, il y a les playoffs qui viennent, mais les playoffs, c'est juste pour les 4 premiers. Ben, il faudrait que tous les clubs reçoivent au moins la part que l'État dit, je vous donne ceci. C'est le même problème que la fédération rencontre également chez les masculins. Parce que l'État dit, on vous donne tel montant, au début de saison, tout est discuté, tout est clair. Maintenant, la fédération dit, au vu du montant que le gouvernement dit, on nous octroie tel montant, ben, nous on complète avec ceci. Donc, ça fait tel montant pour chaque club de D1. Mais à la fin, les clubs de D1 ne se retrouvent. Maintenant, c'est au club d'aller directement réclamer ou c'est à la fédération? C'est la fédération qui doit relancer. Parce que là, il faut déposer des demandes. Maintenant, si par exemple, ça ne vient pas, ben les ayants droit peuvent réclamer. Voilà ce qui se passe. Ils vont réclamer à la fédération. Ben, ils vont réclamer à la fédération. Mais la fédération traîne les pas. Est-ce que justement ce n'est pas parce que la fédération même ne fait pas bien les choses qu'elle Qu'est-ce qu'elle ne fait pas bien? Manu a fait un développement tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas bien? La fédération même ne fait pas bien les comptes. Ne fait pas bien les comptes, mais ça, moi je dis, moi je ne veux pas défendre. Il a dit quelque chose, je suis d'accord avec lui. Mais on va en assemblée générale, pourquoi? On va en assemblée générale pour qu'on nous fasse des comptes. La fédération a signé des partenariats avec des entreprises, avec des marques. Vous arrivez en assemblée générale, on arrive partie financier. Vous voyez que on dit grand 1, grand 2, grand 3. Là où la partie finance, on vous dit tout. Vous êtes là, dit tout est validé, vous acclamez, vous sortez. Mais vous voulez demander quoi? Moi, on n'est pas des perroquets pour les présidents de club. Il faut que cela s'arrête en fait. On est là pour analyser le sport, on est là pour analyser ce qui se passe pour le développement du sport et on est là pour attirer l'attention également sur cet aspect. Il se dit que la FIFA également, c'est comme ça que ça se passe. Oui, mais on applaudit. Non, mais que la FIFA ne demande pas l'argent aux États. Hein. Oui, voilà. Mais ici, il faudrait qu'on puisse poser des questions à la fédération. Le montant là qu'on a reçu de tel partenaire a servi à quoi? En détail. Maintenant, les fonds envoyés par la FIFA. Par exemple, quand on parle des clubs féminins, combien ont été envoyés pour le développement du football féminin? On dit développement du football féminin, ce n'est pas seulement le championnat D1. Donc, combien ont été envoyés? Mais là, combien vous avez destiné au championnat D1?
Le reste, ça a servi à quoi? De la même manière, on fait les comptes également pour les autres subventions. Mais on ne fait pas, on ne pose pas ces questions. On est là pour ses intérêts. Mais à la fin, maintenant qu'on se rend compte que les poches sont vides, on commence à payer. Moi, j'aimerais encore aller au-delà. Entre-temps, les présidents de clubs de première division ont pu quand même rencontrer Madame le ministre. Et pour ce que j'ai appris dans les coulisses, c'est que nous sommes au Togo, l'État fait des efforts, mais l'État aussi n'est pas myope. L'État regarde ce qui se fait. Est-ce que l'État fait des efforts? Parce que ce que l'État donne, c'est au microscope. 7 millions, cette année on parle de 10 millions pour faire quel football? Voilà, je suis d'accord. Mais n'oubliez pas que quelque part, vous prenez l'équipe nationale, elle est budgétivore. Elle prend beaucoup d'argent. Avec zéro résultat. Avec zéro résultat. Le football avec l'équipe nationale. Au-delà. D'abord, la question de savoir à qui les présidents de club vont réclamer ce qui reste. Est-ce à la fédération ou bien au ministère à travers la fédération ou directement au ministère? Dans la fédération. Ce qui m'inquiète, c'est-à-dire qu'on a lancé le mot d'ordre, le boycott. Certains clubs ont voulu le faire ou l'ont fait. La fédération va sanctionner. Vous comprenez? Va sanctionner qui? Les clubs qui ont été absents seront par Même exemple considérés comme forfaits. Oui, voilà. C'est de ces sanctions. Voilà. Je crois que alors que je réclame ce que vous voulez me donner. Vous avez donné votre part. Vous devez reprendre l'autre part pour venir me donner. Je réclame cela à travers une manifestation. Vous me sanctionnez. Bon, maintenant, on fait quoi? Donc, est-ce que les clubs ont écrit à la fédération pour dire nous ne jouons pas? Parce que même en réclamant, il faut que ça se fasse dans les règles de l'art. Bon, je sais qu'il y a un courrier qui a été adressé. Ils n'ont pas eu de réponse. Et c'est suite à cela qu'ils sont allés jusqu'à refuser de jouer. Et ça a été, je pense, un mot d'ordre interne à eux. Qui n'était pas signé même. Voilà. À certains. Maintenant, si je prends le cas du Bénin, il est vrai que l'État béninois met beaucoup d'argent dans les sports. Mais en contrepartie, chaque fédération a le devoir de fournir un rapport financier hyper détaillé, même jusque dans les relations entre fédération et sponsor. Ce que ce sponsor-là vous a donné en détail, vous précisez cela. Mais au Togo, plus précisément, la FTF dit ce que je reçois de la FIFA, des autres, ça ne vous regarde pas. En même temps, vous dites, État, donnez votre part. Et le problème se situe à ce niveau-là. Quelque part. Maintenant, ce que je pourrais dénoncer, c'est le fait que, vous savez qu'il y a une guerre entre le ministère et le président actuel, le président Akovi. C'est entre la ministre et le président Akovi ou entre le ministère et le président Akovi? Moi, je pense que c'est entre la ministre et le président. Voilà, maintenant c'est mieux. Voilà. Qui fait que les questions posées par ou que se pose la ministre. Vous vous souvenez que une journée ou 2 journées ont été reportées justement parce que Madame le ministre a voulu comprendre comment se fait un peu la gestion c'est suite à la demande de la Ligue des Savanes. Voilà, vous voyez. Donc, ce pas-là posé était un pas maladroit, mais démontrer... Maladroit de la part du ministère. Du ministère, oui, mais démontrer quelque part qu'il y a quelque chose à clarifier qui ne se clarifie pas. Et on ne sait pas comment se prendre pour avoir ces clarifications. Le gouvernement ne verse pas de subventions si vous ne donnez pas vous ne faites pas les rapports. Quel rapport? Des rapports, c'est-à-dire que vous avez déposé un document pour dire voilà votre plan, voilà ce dont vous avez besoin. En fonction de la subvention de l'État. On va pas, s'il vous plaît, chaque fédération reçoit une subvention. Et pour recevoir une autre partie de votre subvention accordée par an ou bien par saison, vous devez déposer un rapport par rapport aux subventions que vous recevez. Maintenant, je pense que chaque fédération le fait. Si on vous donne encore ce que vous le faites. Maintenant, si le ministère veut regarder ce que les partenaires donnent à la fédération,
Mais pourquoi c'est la fédération de football qui pose problème? Pourquoi c'est la fédération? C'est moi ma question. Ça, il doit faire ça pour demande à toutes les fédérations. Oui, est-ce que les fêtiers dans les autres fédérations accompagnent, donnent de l'argent? Si oui, voilà, est-ce que les autres clubs des autres fédérations donnent de l'argent? Il y a d'autres fédérations qui reçoivent des subventions ou bien des apports de certaines entreprises. Mais ils doivent le faire. Ils reçoivent. Mais ici, quand vous voulez faire un rapport, vous faites les rapports sur ce que l'État vous a donné. Maintenant, si vous voulez voir clair dans la gestion financière des fédérations, vous redéfinissez les choses pour voir clair dedans. À un moment donné, quand l'OTA a dit tout ce que vous faites comme, comment on dit, entrée-sortie, tout ça, même les virements sur vos comptes, les comptes bancaires, vous devez les déclarer en tant qu'entreprise et tout ça. Tout le monde s'est aligné. Mais aujourd'hui, si le ministère veut aller vers là... La FTF n'est pas entreprise. Non, je donne un exemple. C'est une précision. Je donne un exemple. Tout le monde s'est aligné. Je parle des entreprises. Maintenant, si l'État veut aller vers là, ben, qu'on dise tout ce qui rentre et sort, vous nous faites le point par rapport à ça. C'est pas parce qu'on veut prendre ça. Non, on veut savoir, on veut avoir une idée de ce qui se passe par rapport aux autres. Que là, cela se fasse. Mais si ça ne se fait pas, je ne vois pas pourquoi vous allez continuer pas à insister. Parce qu'à un moment donné, quand on insiste, je pense que c'est là. C'est le football, c'est qui est le problème. L'autre chose, moi je dis, le problème interne, le problème entre personnes ne doit pas déteindre sur une discipline. Malheureusement, est-ce que ça ne peut, est-ce qu'on peut se départir de ça? Mais on doit. Mais on doit. Est-ce que c'est possible? C'est possible. On doit, parce qu'on est arrivé pour gérer une discipline. On est arrivé pour gérer des sports. Donc, malheureusement, les humeurs... Voilà. Sincèrement, on ne peut pas faire avec des humeurs. Et maintenant, regardez les jeunes filles. Moi, souvent, quand je vais au terrain, vous voyez les jeunes filles jouer, ça fait mal. On aura fait le tour justement de ce sujet avec ce championnat féminin boycotté dans la grande partie sur, je crois, les 10 matchs, 6 matchs plutôt. Sur les 6 matchs au programme, un seul a été joué. Ça a été retentissant, quoi qu'on dise, ce boycott. La dernière journée de la saison régulière a lieu donc ce mercredi. Vous êtes toujours sur Radio Diena. On évoque maintenant le retour d'Auguste Dogo à la Fédération togolaise de handball. Que cache ce retour de l'ancien président du Comité national olympique du Togo, qui veut bien prendre la parole? Je voudrais bien. Manu a pris la parole. Oui, Manu. Oui, Manu. Oui, pour moi, est-ce que ce retour sera à la hauteur des exploits faits, réalisés dans le temps? Là est toute la question, hein, parce que est-ce que on ne se baigne jamais dans le même fleuve, oh, 2 fois de suite? Je pense que c'est en philosophie. Si vous n'avez plus d'eau, vous êtes obligé. Non, mais c'est pas la même. Dans un fleuve, tu peux pas jamais. On ne se baigne jamais. Voilà. Non, si c'est fleuve, d'accord. On ne vient jamais. C'est ça ce qui me fait. Je dis oh là, je dis on peut parce qu'on n'a pas d'eau. Mais si c'est fleuve, d'accord. Je te comprends. Donc, oui, le président Dogbo a prouvé beaucoup de choses à la tête de la fédération de handball, mais après un départ, revenir, si vraiment il n'y a pas un grand besoin, pour moi, ce n'est vraiment pas la peine. Après lui, il y a s'il n'y a pas un grand besoin. Voilà, s'il n'y a pas un grand besoin. Parce que après lui, il y a eu d'autres présidents qui ont pu quand même maintenir la barque d'une manière ou d'une autre. Vous pensez? Bon, écoutez... Parce qu'il pense que depuis qu'il est parti, il n'y a rien eu au handball. Il ne peut pas dire ça. S'il n'y avait rien eu, il ne pourrait pas revenir. Et c'est parce qu'il n'y a rien eu qu'il est revenu. S'il y avait quelque chose, est-ce qu'il y avait eu le championnat? Est-ce que voilà, le handball s'est arrêté au Togo? Je ne pense pas. Bon, mais c'est à lui de définir ses nouvelles ambitions et voir ses moyens, ce qu'il pourra faire s'il a toujours la motivation et l'envie. Mais de l'autre côté, certains pensent que c'est par rapport au Comité national olympique, parce qu'il a été président un mandat, il est reparti. Il a fait 3 ans, je crois. Il n'a pas fait 4 ans plein. Oui, bon. Mais l'essentiel est que aujourd'hui, s'il va revenir, il faudra refaire du chemin.
parce que selon un article assez important dans les statuts du CNO, il faut être président dans sa deuxième mandature avant d'avoir la possibilité de déposer sa candidature. Il faut être quoi? Je n'ai pas compris. Il faut être président en exercice après être réélu. C'est-à-dire que vous avez déjà fait 4 ans et vous êtes dans votre deuxième mandat. C'est-à-dire, voilà, il faut peut-être faire plus de 4 ans. Exact. À la tête. Voilà. Ou dans une fédération. Et voilà. Mais lui, il a déjà fait plus de... Si, voilà. si, c'est ça. De manière consécutive. Non, c'est pas Ah oui. L'article ne l'a pas signifié. L'article ne l'a pas signifié. Pourquoi ça doit être comme ça? Non, c'est pas de manière consécutive. C'est les nouveaux articles intégrés dans les statuts. Dans les statuts du CIO, du CNO. Du CNO validé par le CIO. Parce que, en tout cas, selon les informations que moi j'ai reçues, peu de présidents pourront réellement déposer. C'est-à-dire que c'est des statuts taillés, c'est ça? Je ne sais pas si il faut le dire taillé, mais c'est voté à une assemblée générale. Si c'est ainsi, est-ce que ce ne sont pas des statuts taillés? Plus ou moins, parce que ça se dit, avant d'être président du CNO, il faut être, je pense, un président ou membre d'une fédération ayant fait déjà 4 ans et en cours de mandat. Donc, et aussi les membres sortants du CNO. Donc, c'est un peu réduit. Il faut déjà être membre, tu as déjà été membre du CNO, tu peux être candidat. Maintenant, ancien membre sortant, pas ancien. Bon, les statuts sont là, mais bon, on va pas aller par là. De toute façon, c'est important quand même d'épiloguer autour, hein. Parce que mais justement, ici, le retour, est-ce que le retour de Dogbo, c'est par rapport au CNO? Oui, ça suscite ces interrogations. Bon, moi, pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait au handball et il tu l'as retenu pour faire? Il est là parce que... toujours être président avant de faire? Non, il est là parce que les délégués ont pensé qu'il doit revenir pour balayer la maison et repartir. Ah, il y a du dépotoir là-bas. Parce que oui, le président Dogbo a fait ce qu'il devait faire. Nous tous, on a vu ses actions au niveau de la fédération de handball. Il a été handballeur, il est parti. D'autres sont arrivés. On a vu que le handball est tombé. C'est-à-dire le niveau, même les actions, tout ce qui se fait au niveau du hand. Il y a eu Gabriel Ketemepi et puis derrière... Il n'était pas pour un championnat national. Oui, et puis derrière... Il a fait 2 mandats, il est parti. Derrière, il a eu le commissaire de police qui est arrivé, qui aussi a fait que tout a plombé. Qui a dormi. C'est-à-dire que tout est parti, tout ce qui a été fait, les acquis et tout des anciens mandats. Quand Gabriel Ketemepi est arrivé, il y avait, c'est-à-dire... cet espoir là, comme quoi c'était un jeune qui vient prendre et puis il y a eu ce flop 4 ans après, il revient, même chose. Vous le connaissez, avec un bilan financier on a fait les cours avancés en management. Ah oui, malheureusement, il n'a pas respecté. Maintenant, j'espère que lui sera à la tête d'une fédération, va voir s'il va bien manager. Mais quand même, les cours n'ont pas fait ces formations, j'ai été secrétaire de la fédération de Scrabble et j'ai fait ce que je pouvais. En fait, il a fait les cours, mais il a oublié qu'il a fait ses cours en étant à la tête de la fédération de handball. Je suis désolée, mais après le commissaire est arrivé, lui, il a dormi. Donc, ça fait que le handball, dormait. Et donc, pour pouvoir relever le hand, il est revenu. Auguste Dogbo est revenu pour faire ce travail-là. Parce que avant, quand on allait au terrain au municipal ou bien au stade omnisport, il y avait le basket qui bougeait, le handball qui bougeait, le volleyball qui bougeait, et vous faisiez des tours. Après, vous terminez au terrain parfois, on termine au football et on finit notre soirée au niveau des sports de main. Mais on commence au football plutôt. Oui, on commence au football et on finit notre soirée au niveau des sports de main. Malheureusement, le handball a complètement s'est désolidarisé de tout ce qui se fait. Même le volley, à un moment aussi, s'est désolidarisé. Heureusement, il y a eu un réveil avec Noël Tadegnon. Le basketball n'a pas eu ce problème parce qu'il y a eu
des mandats qui ont été positifs. Mais aujourd'hui, le hand doit renaître. Vous oubliez le tennis? Non, en fait. Oui, le tennis, ça joue. Hein, ça joue, je vais revenir. Sauf que le tennis, ça joue, mais on ne sait pas que ça joue. Malheureusement. C'est vrai ce que je dis, il le sait. Sinon, ça joue continuellement. Je suivais sa fille dès qu'elle a commencé. Mais aujourd'hui, je ne peux pas donner le niveau de sa fille. Parce que ça joue, mais on ne sait pas que ça joue. Vous voyez? Donc, maintenant, il est revenu pour redonner vie au handball, qu'il le fasse en 4 ans et qu'il parte. Parce que maintenant, moi, je suis déçue des acteurs qui n'ont pas été capables de tenir une discipline, et il faut faire appel à un monsieur qui a fait un temps et il est parti. C'est moi ma déception, en fait. Parce que vous ne pouvez pas dire vous êtes au cœur d'une discipline, vous faites cette discipline, vous êtes là depuis des années, et que vous n'êtes pas capable de tenir une telle discipline. Il faut maintenant faire appel au président Dogbo pour venir. Qui devait se reposer. Ce qui devait se reposer. Donc ça repose la question de l'engagement au niveau de nos disciplines sportives. C'est important. Le volleyball également attend sa nouvelle date. Là également, ça cogne. On parle du CNO et du ministère qui se font la guerre à travers le volleyball. Cette information, il se cogne de quelle manière? Bon, je savais que entre CNO et le ministère, ça ne va pas très bien. Ça ne va pas très bien. Les fédérations qui ne sont pas en accord avec le CNO sont récupérées par le ministère et vice-versa. Voilà, et ce qui fait que actuellement c'est la situation qui se déroule. Entre-temps, on a appris que voilà, le premier vice-président au niveau du volley voudrait être, en tout cas serait dans les bonnes grâces. Serait dans les bonnes grâces du ministère pour remplacer Noël Tadegnon. Et selon les informations, il est candidat. Il est candidat. Voilà. Face à son président. Voilà. Et c'est quelque chose qui me froisse un tout petit peu parce que mieux vaut un voleur connu qu'un sorcier qu'on ne connaît pas ou quelque chose comme cela, quoi. Je dis avec tes attaches. Il a décidé. Parce que au moins Noël Tadegnon, on le connaît. On connaît qui. Voilà, on sait jusqu'où il peut voler. Voilà. Mais celui qui va venir, je me pose des questions. Et où est-ce qu'il était lorsque Ndadia foutait tout en l'air et qu'il a fallu Noël pour redresser jusqu'au niveau où on voit le volleyball aujourd'hui? Sans mentir, Noël a pratiquement ressuscité cette fédération en moins de 2 ans. Et pourquoi aujourd'hui son premier vice-président, ce qui me paraît bizarre, quoi. Vous êtes dans un même bureau vers la fin du mandat, vous savez ce qui a été fait, vous le voyez vraiment travailler et vous voulez le remplacer juste pourquoi, voilà. Donc, je me dis, ce serait mieux de le laisser faire un réel mandat, c'est-à-dire les 4 à venir pour voir de quoi il serait vraiment capable et s'il faudrait le remplacer, le remplacer. On retiendra également que le rugby a aussi fait son assemblée générale là, au niveau de l'athlétisme. On projette l'AG élective pour le 16 novembre prochain. Toujours à l'écoute de Radio Dinan, on va évoquer également rapidement Kader Koubadia qui est sur la bonne voie. Latif, donnez déjà l'info au niveau des auditeurs que le CNO même va faire son assemblée générale le 7 décembre. Le 7 décembre, voilà. Oui, après que les fédérations aient terminé leur AG. Voilà. Donc on apprend que ce serait le 7, donc Edwige pourra... 7 décembre, oui. Non, moi je suis le vice-président de la fédération de hockey. Nouvellement élu. Mais moi je n'ambitionne pas pour l'instant. Non, mais les articles la frappent. Ou bien elle doit faire un mandat et être dans son 2e mandat. Donc, elle ne peut pas pour l'instant.
Alors, on parle de football. Kader Koubadia, il est à 180 minutes du CHAN. Ouais, d'une deuxième qualification pour le Togo pour le championnat d'Afrique des Nations. Le Togo a bien commencé ce premier tour préliminaire à Lomé avec cette victoire 2-0 face au Guipa du Bénin, et à l'extérieur un match nul qui conforte cette belle performance à Lomé. Maintenant, c'est le premier tour. Le deuxième tour, ce sera face à un Niger qui connaît le Togo, que le Togo connaît bien. Et donc, il faut... Avec de mauvais souvenirs. Hein. C'est pourquoi je dis qu'il connaît le Togo, connaît également le Bénin, le Niger, pardon. Maintenant, il faut bien préparer cette confrontation face au Niger. Je ne sais pas si le Niger va vouloir recevoir à Lomé, puisque les seniors du MENA vont recevoir à Lomé lors de la cinquième journée face au Soudan. La cinquième journée des éliminatoires de la CAN face au Soudan, le 14. Et donc, je crois que le Togo doit tout faire pour pouvoir se qualifier pour ce CHAN pour une deuxième fois. Si on n'arrive pas, si le Togo n'arrive pas à céder ou bien à ouvrir les portes des CAN à 24, au moins il faut ouvrir être au CHAN. Les portes des CHAN. Au CHAN, et se faire éliminer par un même pays 2 fois d'affilée, ça serait un affront. Hein. C'est ce qui risque de se passer. Par rapport au Bénin, je savais que le Togo allait passer ce cap, mais le cap du Niger... Vous saviez? Oui, c'est la première fois que c'est arrivé. Je me dis, non, à voir... La prestation du match aller. Et surtout, avant le match aller, une petite sérénité, c'est-à-dire quelques vibrations qui nous parvenaient nous faisaient dire quand même que le Bénin ne serait pas très compliqué pour le Togo. Par contre, le Niger le sera. Ce sera vraiment compliqué. Oui, parce que pour moi, il n'y a pas que le rectangle vert. Il y a beaucoup d'autres réalités, et les moments de jeu aussi, ça compte. Ce que je dis, Kader est en train de faire un bon travail, on va le dire comme cela, entre griffes, mais doit renouer avec le public. C'est ce qui manque actuellement pour que les éperviers soient vraiment à la hauteur des espérances et des espoirs qu'on attend de ces éperviers-là. Kader aura tout à gagner en s'humiliant, en créant une certaine symbiose et relation avec le public. Ne pas se montrer comme entraîneur suffisant, comme ce que fait Daré Nibombe actuellement. Essayez quand même d'écouter ce public-là. Sur le rectangle, les acteurs font de leur mieux. Mais en dehors, je vous assure que ces éperviers sont orphelins de leur public. La fois passée, si vous avez bien suivi, ce deuxième but est venu juste pour encourager ce public-là qui a porté malgré lui les éperviers jusqu'à ce niveau-là. Mais que fait l'entraîneur lui-même? C'est à ce niveau que j'aurais souhaité une conférence de presse au cours de laquelle Kader va essayer de communiquer avec le public sportif togolais à travers les journalistes. L'autre fois, il a dit merci à ce public quand non, il a gagné 2-0. Ce sont des propos sur les lèvres. Et c'est avec ces lèvres-là qu'il va aussi parler. Oui, quand je dis sur les lèvres, c'est-à-dire que ça ne vient pas de son cœur en réalité, quoi. C'est ce que je me dis. Parce que cette communication, cette communion que je recherche passera par certains actes forts de Kader. Nous avons tous crié, par exemple, Avotor Bruno. Ce n'est pas parce qu'Avotor, quand on va le sélectionner, il viendra distribuer de l'argent aux journalistes. Non. Mais nous voyons que sa présence pourra aider cette équipe-là. Et effectivement, cette présence et ce but-là a rassuré. Voilà. Et aujourd'hui a permis forcément au Togo d'aller continuer sur cette lancée. Autrement, lorsque les choses vont être difficiles, l'équipe va manquer de ce soutien spirituel. Que Kader continue sur cette lancée, vous direz autant pour Daré? Qu'il continue lui aussi sur non, pas sur sa lancée. Non, pas sur sa lancée, parce que Daré a essayé, ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, le Togo est dos au mur. Il reste 2 journées. 2 journées qui doivent prendre en compte un match important
Guinée équatoriale, Algérie, pour voir si le Togo survit ou pas, avant d'espérer peut-être faire une finale à Lomé le 17 novembre. Ce sera difficile. Ce sera difficile. Aujourd'hui, le Togo a peu de chances de passer pour la CAN marocaine. Maintenant, ben, Daré, il a tiré déjà des leçons, mais il faut au moins bien jouer ces 2 journées-là. Si ça passe, c'est bon. Si ça casse, on va continuer. Il y a une programmation bizarre de la CAF. Vous avez compris cette programmation-là? Le Togo jouera le 13, la 5e journée, et la Guinée va jouer le 14 contre l'Algérie. Normalement, c'est 2 matchs qui sont liés. Est-ce que la CAF n'aurait pas pu mettre ces matchs-là le même jour? Ben, il y a aussi, comment on dit, le marketing oui, qui prend le dessus sur ben, le sportif. c'est ça qui vous finance le foot. Hein? Mais là, c'est... Ben, vous pensez au fait que vous avez un match important. Oui, parce que le Togo joue le 13 et l'Algérie et la Guinée équatoriale le 14. Oui, mais il y a les aspects marketing qui rentrent en jeu, il y a les diffusions qui rentrent en jeu. Le monde est devenu quoi, finalement? Non seulement ça, est-ce que ces matchs-là vont réellement déterminer un certain classement dans ce groupe? Oui, si le Togo gagne par exemple, la Guinée équatoriale fera tout pour aussi gagner et passer. Et l'Algérie, n'est-ce pas? L'Algérie a déjà... oui, c'est-à-dire qu'il fera tout pour gagner l'Algérie et se relancer, n'est-ce pas? Mais je pense que le dernier jour remet tout en cause. La Guinée a son destin en main et viendra au Togo, même si... non, mais s'il gagne l'Algérie, c'est fini pour le Togo. Même si le Togo gagne. C'est vrai, même si le Togo gagne, si la Guinée gagne l'Algérie, c'est déjà fait. Bon, bref, l'essentiel est que la programmation a été faite et est-ce que le Togo a demandé à le Togo aurait pu justement réclamer. Justement, est-ce que ça a été fait? Bon, ben, nous, on ne sait pas trop. Peut-être que même ils savent que s'ils demandaient, ils n'auront pas gain de cause, donc c'est pas la peine. Ou bien on leur a fait le même. Voilà, par rapport au marketing. Les heures des matchs. Même si vous ne gagnez pas, bon, vous aurez des risques. Voilà. Et vous voyez même les heures de début de match. Certains se posent la question pourquoi dans tel pays c'est 16 heures, dans d'autres c'est 22 heures ou 21 tout est pris en compte. Hein. Voilà, donc c'est en fonction du niveau de match et des risques. Dont les cotes ne sont pas... Ben, c'est vous qui pensez que les cotes ne sont pas réalisées. Moi, je veux revenir sur le cas d'Ari. Oui, on va aller rapidement sur qui doit faire une conférence par rapport... Jeudi. Voilà, jeudi. J'aurais souhaité que tous les journalistes boycottent cette conférence de demain. Oui, si c'est possible. Puisque ces derniers propos ont été... Moi, je n'y serai pas, mais pas parce que je vais boycotter. Non, moi, je voudrais qu'il parle à lui-même pour qu'il sache l'importance des journalistes. Moi, je suis dans la pensée de Gautier. Gautier était exempté de la 13e journée. Donc, personne ne sait s'ils ont boycotté ou s'ils ont suivi. C'est ça. Parce que Daré, qu'on connaissait joueur, devenu entraîneur est méconnaissable. Il a dit, vous ne savez pas lire, voilà. Vous ne pourriez pas comprendre, voilà. Même s'il vous explique. Et pourquoi il viendra nous dire les joueurs qu'il va encore prendre? Pourquoi il nous dira le système qu'il va encore jouer? On ne va pas comprendre. C'est pas la peine d'y aller, quoi. Moi, sincèrement, je préfère qu'il fasse ça en ligne. Et qu'on nous envoie les noms. Oui, qu'il nous envoie les sons. Ou peut-être que la fédération m'envoie directement. Oui, Steven va lui poser des questions, il va répondre, et puis on va nous envoyer ça. C'est pas la peine de se déplacer. Là, ce sera pire, parce que même quand on vous explique, vous ne comprenez pas, mais c'est à distance que vous allez comprendre maintenant. Mieux, on ne veut même pas comprendre, on ne veut plus comprendre. Non, mais il fait ce qu'il veut. Ne boycottez pas Daré. Daré, joueur, Daré arbitre. A toujours entraîneur, pas arbitre. Bon, voilà, il deviendra arbitre. Daré joueur, Daré entraîneur, a eu des problèmes de communication. Souvent, Daré, dans sa communication, c'est-à-dire qu'il ne se faisait pas comprendre et puis c'était pas ça. Maintenant, aujourd'hui, entraîneur, je pense qu'il doit aller à l'école de la communication pour pouvoir l'aider aussi à mieux. Il parle bien, hein? Je n'ai pas dit ça. Bien parler diffère d'une bonne communication.
Tu parles bien français, tu parles bien anglais, tu parles bien l'allemand, mais tu ne sais pas communiquer ce que tu penses et tu ne sais pas. Il y a des entraîneurs qui ne peuvent même pas analyser un match pour vous devant les micros, devant les journalistes. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne sait pas analyser les matchs. C'est-à-dire, il y a des entraîneurs. Maintenant, c'est à lui de retourner à cette école de la communication, savoir à quel moment placer ce mot pour éviter des frustrations. Ce qu'il a dit, il aurait pu le dire autrement. Voilà, c'est-à-dire savoir à quel moment il place ce mot, il sort ce mot, il replace cette phrase, et là, ça pourra aussi l'aider dans sa tâche. Voilà ce qu'on pourra dire. Le Togo joue le 13 à Monrovia, puis le 17 à Kiki. Voilà, Kiki. À 16h. Toujours à l'écoute de Radio Djena, on parle de la Ligue avec cette élection en queue de poisson, on peut dire, Manon? Oui. En queue de poisson, et pourtant personne ne s'est querellé. Parce que c'est quand les gens se querellent qu'on parle de queue de poisson. Pas forcément, c'est quand on ne s'est pas entendu sur l'essentiel. Est-ce que on s'est séparé sans un consensus? Est-ce que quelqu'un ne s'est pas entendu? Oui, ils ne se sont pas entendus sur le 3e tour. Vous avez vu les candidats se chamailler? Non, en queue de poisson ne veut pas dire se chamailler, non. Mais qu'on ne s'est pas entendu, on s'est séparés. Chacun avec son opinion. Et c'est ce qui s'est passé. C'est inédit, hein? Bien sûr, on n'a jamais vu cela. Surtout que les tests ne l'ont pas prévu et c'est venu. Pour moi, c'était à l'Assemblée générale de trouver la solution. Mais l'Assemblée a fui ses responsabilités parce que, évidemment, la Ligue a été mise sous tutelle et ne sachant pas véritablement le degré de sa souveraineté. Avec d'autres associations, c'est à l'Assemblée générale qu'on trouve les solutions qui ne sont pas dans les tests. Vous parlez de quelle Assemblée générale? Assemblée générale d'une association. Ils auraient pu faire une Assemblée générale. Non, les membres, l'Assemblée générale. C'est-à-dire qu'ils étaient en Assemblée générale. Oui. Les membres, le problème s'est posé qui n'est pas résolu par les statuts. Oui. Mais c'est à l'Assemblée générale. De prendre une décision souveraine. Mais qui devrait prendre le devant de cela? Justement, c'est pour cela que je dis que malheureusement, la Ligue a été mise sous tutelle. Voilà. Le comité ayant été mis sous tutelle n'a pas les prérogatives d'interpeller l'Assemblée générale à statuer sur cette situation. Est-ce que ce n'est pas trop fort de dire qu'elle a été mise... La Ligue a été mise sous tutelle? Mais c'est ce qui a été fait. Parce que c'est une commission qui est arrivée juste pour organiser l'élection. Une commission. La Ligue est allée jusqu'au terme de son mandat. Si ce n'était pas une commission ad hoc, et c'était une commission émanant de l'Assemblée générale de la Ligue, cette commission allait se remettre à l'Assemblée générale pour trouver une solution et continuer. Mais ici, la commission a été mise sur pied par la fédération. Donc, la Ligue a été mise sous tutelle et n'a plus ses réelles prérogatives. Ça, c'est le premier souci. Et c'est d'ailleurs pour cela que la commission ad hoc s'est retournée vers ses supérieurs, ceux qui l'ont mis sur pied, pour trouver une solution. C'était le secrétaire général, le président de la RTF, et tout ce beau monde-là devrait trouver une solution. Étant en incapacité de trouver la solution, on dit, bon... Et puis ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas là. Ils étaient là par téléphone. Ils étaient là, bon, ils n'étaient pas physiquement là. Et la solution, vous l'appréciez comment? La suspension? C'était opportun de suspendre les choses? Moi, je n'ai pas apprécié la suspension de l'Assemblée générale parce que quand on est en Assemblée générale, il y a des membres qui sont là et qui sont souverains. C'est-à-dire, dès qu'on convoque une Assemblée générale, et que s'il n'y avait pas le quorum, l'Assemblée aurait été reportée parce que le quorum n'était pas atteint. Et donc, ça veut dire que tant qu'il y a le quorum, on pouvait prendre des décisions. C'est une Assemblée générale élective, mais le quorum était là, les membres étaient là. Et tout est respecté à ce niveau. Il fallait leur demander, on fait... Maintenant, quand il y a blocus... Et si c'était l'Assemblée qui disait, bon... Puisque quand on prend juste l'aspect où... Moi, je ne voyais pas le blocage, en fait. Il y a eu un premier tour. Quand on lit les tests, on élimine un au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il ne reste deux. Pour la finale. Et s'il y a égalité,
on continue jusqu'à ce que... Autant de fois. Autant de fois. On a bien dit, quand il y a égalité entre les deux, on continue jusqu'à ce que... Il n'y a jamais de suspension. Un tombe. Même si c'est tard dans la nuit, on va continuer jusqu'à ce qu'un ne tombe. Et le vainqueur est là. Maintenant qu'il y a eu deuxième tour avec deux candidats qui ont les mêmes voix, un candidat qui n'a pas la majorité absolue pour dire c'est lui le vainqueur de cette élection, il fallait aller au tour suivant. Autant que possible pour sortir le vainqueur. C'est-à-dire les trois y retournent. Éliminer jusqu'à ce que vous ne sortez le vainqueur. Si ce n'était pas ça, et puisqu'on dit qu'il y a blocage parce qu'il y a deux qui sont à égalité et qu'on devait normalement faire tomber un au fur et à mesure et qu'il y a deux qui sont à 19 voix, vous demandez à l'Assemblée générale, on est en Assemblée générale, on fait quoi? On fait quoi? Ce n'est pas aux candidats que vous posez cette question. Non, ils sont candidats. Vous demandez à l'Assemblée générale, vous êtes souverain. Parce que s'il faut changer les tests, c'est aussi... Messieurs, dames, vous êtes souverains. On fait quoi? On a deux candidats qui sont à égalité. Un qui est à 21. On fait quoi? Et il y aura des propositions. Justement, et il y aura un soumis vote. au vote. C'est tout ça. Soumis au vote. Les candidats ne peuvent pas dire on n'est pas d'accord, alors que c'est l'Assemblée qui a décidé. Et s'il y a majorité sur une décision, vous vous soumettez. Quand on dit, au compte, ils vont dire soit les deux qui ont 19 vont aux élections et un temps pour affronter le deuxième. Les trois y retournent. Il y aura des propositions aussi de l'Assemblée. Il y a toutes les situations, sauf la suspension. Et maintenant, si l'Assemblée dit, ben nous on pense, je sais qu'il y aura même 3 ou 4 propositions là-bas. Nous on pense qu'il faut aller ceci, on passe au vote. Parce qu'ils sont souverains. Et on prend la décision de l'Assemblée et on applique. Aucun candidat ne dira je ne suis pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord, dans ce cas, tu démissionnes. Ces candidats même sont membres. Non, ce que je dis, si tu n'es pas d'accord, tu sors. Tant que le quorum, la majorité dit nous on va faire ceci, vous ne pouvez pas dire non. Ça, c'est l'Assemblée générale. C'est la force d'une Assemblée générale. Mais là, je suis désolée, cette Assemblée générale... on a eu à aller jusqu'à une suspension et maintenant on sort de... C'est devenu une haute... C'est une crise qu'on est en train de créer ainsi. Apparemment, l'Assemblée générale de la Ligue, l'autre fois, c'était la Fédération. C'est elle qui a décidé d'arrêter. Justement, c'est ce que je disais, que la Ligue a été mise sous tutelle. Parce qu'on écoute le président, il dit on va aller vers nos supérieurs et on revient. La Ligue a mis sous tutelle. Et c'est la fédération, le comité exécutif de la Fédération togolaise de football qui a géré ces élections en relation avec la Ligue. C'est ce que j'allais dire, puisque c'est le secrétariat de la Ligue qui a fait une partie du processus, mais les élections ont été gérées par une commission. Donc, en l'état actuel des choses, moi je me dis, pour trouver une solution, c'est de mettre sur, ou d'ailleurs Togbe est maintenu avec tout son bureau, que ce bureau se réunisse et mette sur pied une commission qui va étudier les tests et convoquer une nouvelle fois les membres de la Ligue à une assemblée extraordinaire statutaire. Puisque ce sont les tests qui n'ont pas prévu certains aspects qui a amené la suspension, on doit corriger ce qui était le manquement. Et ils reviennent. Et après l'avoir corrigé, on se rendra compte que les nouveaux tests ne peuvent pas gérer un processus commencé par les anciens tests. Alors, on reprend carrément le processus. Et comme ça, Florent peut redevenir candidat. Tout le monde revient. Oui. Parce que si on ne reprend pas... je peux me repositionner aussi. Voilà. À vous aussi, vous. Oui. Non, il peut aller... Parce que vous ne dites pas. Non, j'étais dehors en fait. Maintenant, je peux... Maintenant, vous pouvez arriver du hockey. Pas sur une liste, certains pensent qu'il faut reprendre avec rien que les trois. Non, mais si c'est la suspension qui est continue, ça c'est si la suspension continue, mais on revient corriger les tests. Non, c'est la suspension. On ne peut plus continuer avec cela. On annule le processus. Comme ça, nous, on peut être candidat maintenant. Voilà, vous avez bien compris. Nous, candidats. Oui, les membres n'ont pas été capables de choisir entre 4. Nous, on peut être candidat maintenant. Et vous avez évoqué un aspect. Est-ce que justement, ce n'est pas une crise alimentée par la fédération elle-même?
Oui, on pourra le dire ainsi parce que la fédération, depuis un certain temps, veut toujours tenir les ligues au niveau de ses mains, quoi. C'est-à-dire que ces ligues-là ont été mises sur pied, mais n'ont pas une personne juridique. Aujourd'hui, on dit dans leur article, je pense c'est l'article 1, que aujourd'hui a été créée une association basée sur la loi 1901. Mais en réalité, leur assemblée générale n'est pas souveraine. Et il semble que le ministère de l'administration territoriale aussi a refusé de donner le récépissé. Voilà. Et donc, ce sont des démembrements. Parce que dans ces statuts-là, après qu'on leur a conféré l'installation sur la loi 1901, quelque part on a dit vous ne pouvez pas toucher à vos statuts si la FTF n'est pas d'accord. On ne peut pas accepter ça au niveau de l'administration. Donc ce qui veut dire que vous êtes indépendant et sous tutelle. Vous êtes indépendant et dépendant en même temps. Voilà cette réalité, il faut corriger cela. Et c'est aux membres de la FTF, c'est-à-dire les votants au niveau de la FTF, qui doivent corriger cela dans les statuts de la Ligue, parce que ces statuts-là ont été édités par le COMEX sous l'injonction de l'Assemblée générale de la FTF. Puisque même s'il faut changer, par exemple, créer des sous-districts, il faut retourner à l'Assemblée générale qui doit dire oui, toucher au test des ligues. Voilà un peu le débat que moi je pense les membres de la FTF n'arrivent pas à faire concrètement et laissent les mains libres au COMEX qui, à tout moment, manipule, change, fait les choses à sa guise et qui nous a amenés à cette crise. Donc, on estime aussi que la fédération, aujourd'hui, essaye de manipuler les candidats au lieu de les scier quand même. Ça, c'est voilà. Ben, si vous voulez vous faire manipuler, vous laissez manipuler, ben, ça veut dire que vous n'avez pas, vous-même, vous n'avez pas une personnalité. Moi, quand je disais, ben, on va se repositionner, je vais être candidate. Si je dis, ben, je décide d'être candidate au niveau de la Ligue, ça veut dire que je suis prête et je sais sur pourquoi j'arrive au niveau de la Ligue. Et donc, je ne vais pas me laisser manipuler par quelconque personne pour me dire ce que je dois faire. Mais c'est l'homme qui fait l'homme. Mais on ne va pas vers la manipulation. Moi, je défends des idéaux, je défends des projets, je défends quelque chose, je défends une vision. Et donc, je viens et qu'on laisse chacun défendre sa vision. Mais si tu te laisses manipuler par une fêtière ou une quelconque personne, ça veut dire que toi-même... Tu as vendu ta liberté. Oui, tu as vendu ta liberté. Et demain, tu assumes. Voilà. On va rester là, on aura fait le tour. Merci à vous, Manu Adjiwanou. Ce fut un plaisir. Merci, Edwidji Gwadi-Apedo. Merci, il n'y a pas d'adage pour nous. Adage Manu, il n'y a plus d'adage. Oh oui, si vous voulez, on dira lorsque, je dirais, la chair prend plus d'ampleur que la peau, on tend vers la fin. Ah d'accord, et la fin c'est qui? Merci à tous ceux qui nous ont suivis, on se prend rendez-vous pour le mercredi prochain, bye bye. C'était Dilasport avec Voltic, eau minérale naturelle, certifié ISO 22000.